Bonjour. Alors, on ne nous présente plus, mais je vais quand même nous présenter et ça va aller super vite. Hem, Notre métier, c'est d'améliorer la performance commerciale, d'améliorer la performance marketing-vente, la performance de la relation client. Suivant les entreprises, la demande, la formulation de ce qu'elles recherchent va varier et on part toujours de là. On va en parler dans un slide, mais c'est toujours notre point de départ. Et comment est-ce qu'on le fait? Donc on part du commerce et ensuite on exploite les data clients, et les outils, MarTech, parce que dans les faits, ici, on parle de 3 familles d'outils, mais la réalité, on l'a vu sur un des slides tout à l'heure, c'est que parfois il y a du Zendesk qui se balade, du GTM et cetera et cetera et cetera. Donc les outils MarTech. Bon, avec un gros focus, CDP, CEP. CEP, c'est finalement un peu le nouveau nom et il est sympa, de marketing automation, et puis, CRM. Donc ça, c'est notre métier. Alors, l'idée ici, c'est de partager avec vous, cette, clé lorsqu'on gère un projet et lorsqu'on doit faire un déploiement, parce que je reviens à notre métier. Notre métier, c'est de faire la direction de projet pour le compte de tiers. Monter et déployer un projet, CDP, CRM, CEP, exige ou ça marche mieux, si on le fait 30 fois par an. Si on le fait une fois dans sa vie, d'entreprise, la proba qu'il y ait des petits écueils, voire des gros, est importante. Donc, premier point et la demande là, c'était, dis-nous ce que sont pour toi les facteurs clés de succès. 1 clé, et ça a été dit, hein, commencer par la vision, les objectifs, jamais par la techno. Et on a plein d'endroits où on arrive, plein de clients chez qui on arrive, où on nous dit: «Alors voilà, j'ai pensé à Batch». Bah, ouais, vous êtes sympa, c'est remarquable Batch, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi l'objectif? Et à ce titre, une partie du boulot qu'on réalise consiste aussi à aligner les entités. Parce qu'on peut avoir la DG qui veut quelque chose, la direction marketing autre chose, la direction commerciale, enfin je ne vous fais pas la photo. Sauf que le projet, à un moment donné, il va bien être loti, il va bien être phasé et on va bien chercher une solution. Donc on a un job très important qui consiste à mettre tout le monde aligné et d'accord. Et à anticiper un des points qu'on va voir tout à l'heure, qui est le phasage, le lotissement, parce que les outils dont on parle aujourd'hui, sincèrement, sont remarquables. Moi, je fais du MD, puis du web et puis du digital depuis un petit peu longtemps. Et il y a réellement une évolution superbe. Et ils savent tellement faire de choses qu'il faut tenir la main des entreprises et prioriser. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on en a parlé. J'arrive, j'ai un legacy, des outils en place. Bah, ça ne sert à rien de se dire qu'on va tout bouleverser du jour au lendemain, qu'on va tout changer. Et donc, deuxième partie du travail, il faut absolument clarifier l'organisation cible du SI. Alors, ici, c'est marqué organisation cible du SI. Ce n'est pas marqué architecture IT. L'architecture IT fait partie du sujet. C'est un sujet absolument clé. Il y a eu plein de schémas qui ont été passés en revue. Sauf qu'à un moment, en ce moment-là, on gère des consultations pour le compte de clients. Et on a un client qui, grosse maille, peut mettre 100 000 euros sur la table. Et on en a un autre qui peut mettre 500 000 euros sur la table. Bah, au moment de réfléchir à l'organisation cible du SI, forcément, on ne va pas boxer dans la même catégorie. Et donc, ça ne sert à rien de se raconter des histoires et d'aller voir les éditeurs Rolls du marché. Rolls, ça veut dire cher, hein, ça ne veut pas dire bon. Parce que le truc, c'est qu'il y a des très bonnes solutions à des prix raisonnables. Ce qu'on est en train de regarder en font partie. Donc, ça ne sert à rien d'aller s'acheter une Rolls si on ne peut pas se la payer. Et ça ne sert à rien de gérer des appels d'offres, des RFP, etc. pour à la fin de l'histoire dire jamais ça fera le retour sur investissement. Organisation cible, c'est ça. C'est architecture IT, c'est budget, c'est la pression au planning. En ce moment, avec Batch, on est en train de travailler un dossier pour le temps, où la pression au planning, c'est on a sélectionné il y a un mois, et le client veut que ça tourne en janvier ou février sur les premières briques.
Bon, bah, typiquement, dans l'architecture et l'organisation, ça va être clé. Et la dernière chose, on en a beaucoup parlé, ce sont les ressources. Alors c'est pareil, ça sert à rien de se le raconter. Il y a des boîtes où il y a 10 personnes à la data, il y a des vrais responsables CRM, et puis on a des ETI qui n'ont pas encore compris ce qui se passe. Et quand ils sont capables de mettre 50 000 balles sur la table pour payer un ETP pour gérer le sujet data CRM, ils ont l'impression d'avoir fait un effort de folie. Donc là, c'est pareil. Dans la définition et dans l'étape 2, il y a un vrai sujet autour du cadrage et du niveau d'ambition. Et la bonne nouvelle, on va en voir après, c'est qu'on peut phaser. C'est vraiment un des points très, très importants. Troisième point. Ça a été dit plein de fois. Ça ne sert à rien de commencer ces projets et de dire qu'on va se faire des use cases si la data n'est pas disponible. Si on n'a pas un minimum de data à disposition. Ou dans l'autre sens, ça ne sert à rien de se dire qu'on va faire un use case stratosphérique si on n'a qu'un petit jeu de data qui permet de faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjà, dans pas mal de boîtes, monter beaucoup de marches en jouant avec les data à disposition et faire la preuve. Et donc, tout à l'heure, on a vu des choses cool, quoi. Mais des clients qui aujourd'hui calculent leur LTV en dynamique, leur risque de churn, etc. Alors grâce à Ninmo, il y en aura beaucoup demain matin. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de boîtes où quand on arrive et qu'on dit c'est quoi votre valeur unitaire par client et par période de 12 mois, c'est quoi votre LTV à 36 mois, on est même obligé d'expliquer les concepts. Alors pas à vous, mais à d'autres. Donc, il y a un vrai enjeu autour de la préparation des datas adaptées au niveau d'ambition. Quatrième point, un grand classique, sauf qu'on a l'impression de jouer du violon dans pas mal de boîtes. Donc, il faut vraiment se mettre debout sur la table et vouloir, exiger que toutes les équipes qui seront impliquées demain soient autour de la table. On veut l'IT, il y a des missions qui arrivent par l'IT, on veut les équipes marketing, mais surtout, on veut qu'ils soient ensemble. Parce que la force des plateformes que nous voyons là, c'est que, je dirais, enfin, on approche d'une capacité à faire le lien entre les mondes. Et donc, on doit faire en sorte que les équipes soient là. Et pas seulement les general managers, les directeurs, ceci, etc. Moi, je veux les responsables opérationnels du CRM, les gens qui, demain, vont tripatouiller batch. Les gens qui, demain, vont jouer avec l'omnicanalité, etc. Donc, super important, super classique, et pas toujours fait. Donc, il faut vraiment être très, très puissant là-dessus. Cinquième point. La force, en fait, la force de ces solutions, c'est que ce sont des solutions de ce qu'on appelait hier du direct marketing. Et dans ce monde, il est absolument possible d'avoir des démarches progressives, d'y aller par itération, parce que aussi on va mesurer les résultats. Aussi, on va voir à quel point on obtient sur une première vague, on l'a vu tout à l'heure, une vibration ou pas. On va devoir accepter à échouer. On va devoir reformuler. Et donc, il faut y aller progressivement. L'autre intérêt dans ces démarches progressives, c'est que dans beaucoup de cas, j'en parlerai après, j'ai l'exemple chez Pierre Hermé, c'est que ça nous permet très vite de commencer à faire du résultat. Et ça permet très vite de rassurer la DAF, le DG, sur le fait que cette solution en plus, qui certes va décommissionner d'autres solutions, etc., mais qui coûte quand même un petit peu plus cher, eh ben, elle va faire du résultat. Et donc, il y a une vraie courbe d'apprentissage à faire pour les équipes et un vrai besoin de faire de la démonstration, phase par phase, action par action, qu'on peut déclencher du résultat. En connectant petit à petit les sources de données. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça ne sert à rien de se dire que du jour au lendemain, les 12, et les 12, sincèrement, c'est rigolo parce que c'est le chiffre que je cite toujours. Il y a le nombre de dossiers où on arrive, il y a 12 sources de données. Ben moi, je peux bosser avec 3 ou 4 sources de données. Et avec 3 ou 4 sources de données, on peut commencer à déclencher du résultat. Et ensuite, on ira chercher la 5e, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une approche composable, je pourrais composer. Et si je négocie bien avec l'éditeur, je pourrais aussi monter progressivement en charge. Okay. 6e point, c'est un point clé. Le nombre de boîtes où il y a setup, mise en ligne, fin de l'histoire. Et nous, on repasse, ou on est réappelé, un an et demi après, quand on a fini le projet, j'ai entendu tout à l'heure 300 scénarios. Moi, j'ai rarement vu 300 scénarios, donc c'est remarquable. Mais il y a quelques dizaines de scénarios quand on a fini le projet. On revient un an et demi après.
il y a toujours quelques dizaines de projets, de scénarios actifs. Et donc, il faut anticiper la vie du projet. Le point essentiel, et c'est dur à défendre, c'est qu'aujourd'hui, dès les premiers rendez-vous, les rendez-vous avant-vente, nous, on explique à nos interlocuteurs que ce qu'ils vont mettre sur la table, il faut qu'ils prévoient qu'ils vont remettre 30 à 40%, c'est le chiffre que nous annonçons, pour demain faire évoluer la solution. Et ça, c'est pas forcément... Je ne parle pas des licences, hein. Les licences, c'est super facile à prédire. Mais la gestion de projet, le fait de faire évoluer la plateforme avec des tiers internes ou externes, en ce qui nous concerne, on annonce systématiquement ce chiffre. Alors ça peut choquer parce qu'il y a des acteurs qui croient au miracle. Demain, ils auront une solution remarquable, capable de tout faire, et ça ira. C'est pas vrai. Et donc, il faut anticiper la vie du projet, il faut du coup la lotir aussi. Et mon dernier point, c'est ce que nous faisons systématiquement. Il n'y a pas un dossier où on ne le fait pas. C'est d'allouer une partie du ROI. Alors, ça veut dire modéliser le ROI. Donc, que faisons-nous? Nous allons voir la direction financière, le contrôle de gestion, on récupère la marge brute. Et pareil, en avant-vente, si on nous explique qu'on n'aura pas la marge brute, eh ben, on ne bossera pas ensemble. Parce que il faut qu'on comprenne ce que va être le gain marginal lié à l'amélioration de la lifetime, ce que va être le gain marginal lié à la baisse du taux de churn. Donc, il faut modéliser. Et à partir du moment où on modélise, sur la base des cas d'usage qu'on a décidé de lancer, on doit être capable de poser des hypothèses sur comment on va faire le retour sur investissement. Alors parfois, on se plante. Hein. Parfois, on dit on va faire un retour sur investissement entre 18 et 24 mois, et puis 20 mois, 21 mois après, il n'y a pas. Et puis il y a des cas, on a eu Ducasse, ROI annoncé à 18 mois, à 12 mois, le ROI de la première phase d'investissement était fait. Et donc, il faut modéliser le ROI, il faut discuter avec les financiers, parce que c'est la meilleure façon de justifier l'investissement. Le temps dont on a parlé il y a quelques minutes, il y a eu un vrai échange nourri avec le directeur financier qui avait un petit peu de mal à lâcher l'investissement pour lui faire la preuve qu'il y aurait un ROI. C'est facile, on est sur un business d'abonnement, donc on a tous les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est le 7e point. Je dois allouer du coup une partie du ROI. J'ai dit tout à l'heure, nous faisons travailler nos clients sur 30 à 40% de réinvestissement pour faire évoluer les plateformes. Si je fais du ROI, je dois aussi avoir une discussion avec les financiers sur quelle quote-part du ROI va être remis sur la table pour continuer à monter en puissance. Voilà, donc rapidement, 7 points clés. Il y en a peut-être 3 de plus, mais en tout cas, ce sont ceux sur lesquels on pousse, on se bat très très régulièrement. C'est une dernière question à Antoine, parce que je ne l'ai pas posée tout à l'heure, et je pense que je suis intéressé d'avoir ton avis. C'est sur est-ce que les CRM managers vont être remplacés par des agents d'ici 2-3 ans? Je pense que, pas mal la question qui fâche, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de 0-1. Il y a certainement quelque chose. Mais on revient à ROI. Hein. Si je suis CRM manager aujourd'hui et que je montre qu'avec un jeu d'agents, je suis capable d'optimiser la perf et de défendre les résultats commerciaux de mon entreprise, si je suis capable d'embarquer, parce qu'on est avec des éditeurs actuellement, là, je les adore, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les boîtes qui bossent avec des agents, il y en a très 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 peu. Les boîtes même qui bossent avec des solutions IA sécurisées, bien structurées, il y en a très 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 peu. Donc, je pense, que l'horizon de temps, ce n'est pas 2 à 3 ans, parce que le nombre de boîtes où on arrive, où les fichiers sont encore... alors, on fait beaucoup de CRM Sales aussi. Hein. Les fichiers sont encore dans des fichiers Excel. Le nombre de boîtes où la notion même de source de vérité, de golden data, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Hein. Quelle est la donnée clé? Quels sont les 10 champs essentiels? Pas ceux que tout le monde connaît, mais ceux qui correspondent au business model. Le nombre de boîtes où ce n'est pas maîtrisé, pour moi, c'est incroyable. Alors, je précise, les entreprises qui viennent nous voir ont besoin d'être aidées. Donc, celles que les startups et scale-up que vous voyez, ils courent tout seuls. Mais je ne vois pas un horizon à 2 à 3 ans. Si je me prépare néanmoins à cet horizon, parce qu'il va arriver,
et que je commence à jouer avec les indicateurs de performance, avec le ROI, alors j'ai les armes pour montrer que mon job, il rapporte. Parfait. Donc, on s'oriente plus vers une évolution qu'un remplacement. En tout cas, c'est la conviction à laquelle on le croit, des agents qui travaillent pour des humains, pour les aider à encore être plus proches de ce que veulent les clients. Voilà.